Ok, on est en 1945. La Seconde Guerre mondiale, c'est enfin fini. Tout le monde respire, on a envie de paix, de reconstruire. Mais à peine le temps de souffler, une nouvelle tension monte. C'est énorme. Deux superpuissances se retrouvent face à face et là, toute la planète retient son souffle. Allez, on plonge ensemble dans cette période complètement folle qui a dessiné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est quand même dingue, non? Hier, ils se battaient côte à côte pour vaincre l'Allemagne nazie. Et là, du jour au lendemain, ils deviennent les plus grands rivaux du monde. D'un côté, on a les États-Unis, de l'autre, l'URSS. Et le problème, c'est que chacun est convaincu que l'autre est une menace, qu'il veut imposer sa vision du monde à tout le monde. L'ambiance, elle devient polaire. Du coup, le message semblait super clair. Il fallait choisir son camp. Soit on était pro-américain, soit pro-soviétique. Pas le choix. Mais est-ce que c'était vraiment la seule option? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité, une autre voie? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien piger ce qui se passe, il faut vraiment imaginer cette coupure. La planète s'est fracturée, mais vraiment en deux morceaux. Deux blocs qui se dévisagent, qui se méfient l'un d'autre. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà la carte qui résume tout. C'est super visuel. Regardez, tout ce qu'on voit en bleu, c'est le bloc de l'Ouest, les pays alignés sur les États-Unis. Et en face, en rouge, c'est le bloc de l'Est, avec l'URSS aux commandes. C'est pour ça qu'on parle d'un monde bipolaire. Imaginez deux aimants géants, deux pôles qui attirent tout le reste. Il n'y a quasiment pas d'entre-deux. Cette période, on lui a donné un nom, la guerre froide. Alors pourquoi froide? Eh bien c'est parce que les deux géants, les États-Unis et l'URSS, ne se sont jamais affrontés militairement, directement. Jamais. C'était une guerre de menaces, d'espions, de propagande, mais pas de bataille rangée entre leurs armées. Et la raison est simple et terrifiante. Ils avaient tous les deux l'arme nucléaire. Une guerre chaude entre eux, ça aurait été la fin du monde, littéralement. Et il y a une phrase d'un philosophe, Raymond Aron, qui résume ça à la perfection. Il disait « Une paix impossible, une guerre improbable ». C'est génial, non? La paix, impossible, parce que leur vision du monde était radicalement différente. La guerre, improbable, parce que s'ils s'attaquaient, c'était la destruction assurée pour tout le monde. On vivait dans une situation complètement paradoxale qu'on a appelée l'équilibre de la terreur. Ok, donc ils ne peuvent pas se voir, ça on a compris. Mais concrètement, qu'est-ce qui les opposait à ce point? Parce que ce n'était pas juste une petite querelle de voisins, hein, c'était vraiment deux manières de voir la vie, la société, le monde qui s'affrontaient. Ce tableau, il est super clair. Regardons ça. Le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis. Leur modèle politique, c'est la démocratie, les libertés individuelles. Côté économie, c'est le capitalisme. Et pour se défendre, ils créent l'OTAN. Maintenant, regardons le bloc de l'Est avec l'URSS. Là, c'est tout l'inverse. Un régime totalitaire avec un parti unique, le Parti communiste, l'économie est collectivisée, tout appartient à l'État. Et leur alliance militaire, c'est le pacte de Varsovie. En gros, c'est le jour et la nuit. Ils sont d'accord sur rien. Et cette fracture en plein cœur de l'Europe, elle a un nom qui fait froid dans le dos, le rideau de fer. Attention, ce n'est pas un vrai rideau en tissu, hein. C'est une image pour parler d'une frontière quasi infranchissable avec des murs, des barbelés, des gardes qui coupaient l'Europe en deux. Et le symbole le plus poignant de tout ça, c'est la ville de Berlin, elle-même coupée en deux par le fameux mur de Berlin. Et le plus fou, c'est que cette opposition, on la retrouvait partout. Vraiment partout. Même dans les bandes dessinées. C'est incroyable quand on y pense. Les super-héros américains de l'époque, comme Captain America, passaient leur temps à affronter des espions communistes. C'était une vraie guerre culturelle. Une guerre d'images pour diaboliser l'autre, pour le présenter comme l'ennemi ultime. Bon, on a bien vu le tableau. D'un côté l'Ouest, de l'autre l'Est. Mais du coup, on en revient à notre question de départ. Si on ne voulait être ni dans l'équipe des USA, ni dans celle de l'URSS, on faisait quoi? Eh bien, figurez-vous qu'une troisième voie a commencé à voir le jour. Et pour comprendre cette troisième voie, il faut parler d'un autre événement majeur de l'époque, la décolonisation. En fait, les grandes puissances coloniales européennes, comme la France ou le Royaume-Uni, sortent de la guerre complètement KO. Leurs colonies en Afrique et en Asie, voilà une occasion en or pour réclamer leur indépendance. Et ça marche, c'est une véritable vague de libération qui submerge ces deux continents. Et là, des dizaines de nouveaux pays apparaissent sur la carte du monde. Ce sont des États tout neufs, souvent très pauvres et fragiles, c'est vrai. Mais ils ont une chose en commun, une fierté immense. Ils viennent de gagner leur indépendance. Et ça n'a pas de prix. Alors vous imaginez bien qu'il est hors de question pour eux de retomber tout de suite sous la domination d'un autre, que ce soit celle de Moscou ou de Washington. Ce refus de choisir un camp, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, ça va s'organiser, se structurer. Et tout va commencer avec un rendez-vous, une conférence qui va changer la donne. Regardons la chronologie.
C'est très parlant. La guerre froide démarre en 1947. Et à peine 8 ans plus tard, en 1955, paf, une alternative se met en place. C'est la fameuse conférence de Bandung. C'est vraiment l'acte de naissance de ce qui va devenir un peu plus tard le mouvement des non-alignés. Alors essayons d'imaginer la scène. On est à Bandung, en Indonésie. Et pour la toute première fois de l'histoire, 29 pays d'Afrique et d'Asie, des pays que les Occidentaux ne prenaient pas vraiment au sérieux, eh bien ils se réunissent, tous ensemble. À eux tous, ils représentent plus de la moitié de la population mondiale. C'est énorme. Et leur message est limpide. Messieurs les Américains, messieurs les Soviétiques, le monde ne vous appartient pas. Nous aussi on existe, et maintenant il va falloir nous écouter. Et leurs objectifs sont aussi simples que puissants. D'abord, le non-alignement, c'est la base. On ne choisit pas son camp, ni l'Est, ni l'Ouest. Point. Ensuite, l'anticolonialisme. On va soutenir à fond tous les peuples qui luttent encore pour devenir indépendants. Et enfin, la coopération. L'idée, c'est de s'entraider, de commercer entre pays du Sud pour se développer par nous-mêmes, sans avoir à demander l'aumône aux anciennes puissances coloniales. Évidemment, un mouvement comme ça a besoin de leaders, de visages. Et cette troisième voie, elle est tient. On parle de figures charismatiques comme Nehru en Inde, Nasser en Égypte ou encore Sukarno en Indonésie. Ce sont eux qui vont porter la voix de ce qu'on va appeler le tiers-monde. Un troisième monde, distinct des deux blocs, qui dit non à cette logique d'affrontement. Ok, l'idée est belle, mais la grande question c'est, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ce pari audacieux a été réussi? Faisons le bilan. Eh bien, si on regarde les chiffres, la réponse est oui, c'est un succès. Aujourd'hui, le mouvement des non-alignés, c'est 120 pays. 120! Pour se donner une idée, c'est quasiment les 2/3 de tous les pays représentés à l'ONU. Ça veut dire que l'idée a vraiment séduit à travers le monde. Mais il y a un mais. Sur le papier, c'est une chose. Dans la réalité, c'en est une autre. C'est bien beau de se dire neutre, mais quand on est un jeune pays pauvre et qu'on a besoin d'aide économique ou d'armes pour se défendre, les pressions de Washington et de Moscou étaient tout simplement colossales. Du coup, beaucoup de ces pays, même en affirmant être non alignés, ont été obligés de se rapprocher d'un bloc ou de l'autre. C'était très difficile de tenir cette ligne. Et puis arrive la fin des années 80. Et là, c'est un tremblement de terre géopolitique. 1989, le mur de Berlin, le symbole de la division, s'effondre. Et 2 ans plus tard, en 1991, c'est l'URSS elle-même qui disparaît. C'est la fin de la guerre froide. Le monde bipolaire contre lequel le mouvement s'était construit n'existe plus. D'un coup, sa raison d'être principale s'évapore. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour aujourd'hui. C'est vrai, la guerre froide est finie, mais de nouvelles rivalités mondiales apparaissent, notamment entre les États-Unis et la Chine. Alors, dans ce nouveau contexte, est-ce que l'esprit de Bandung, cette idée d'une troisième voie, de refuser de s'aligner, est-ce que c'est juste une belle histoire du passé, ou est-ce qu'au contraire, cette idée n'a jamais été aussi pertinente? C'est une excellente question pour réfléchir, la discussion ne fait que commencer.